Bonjour, merci d'être venus assez nombreuses et nombreux. Donc, ça fait un bon moment de mettre un café littéraire. Donc, aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir notre cher ami professeur Ibtissam Chachou qui va nous parler sur son livre, son dernier ouvrage, intitulé L'introduction à l'histoire des langues en Algérie. Donc, marhaba avec Ibtissam. Merci Saïd. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Je commence? Ah d'accord, déjà. Donc, merci beaucoup Saïd, merci pour ton invitation, merci au centre donc CPMDH donc de son invitation. Merci à vous toutes et tous d'être venus aujourd'hui pour assister à cette présentation donc de mon ouvrage qui va être assez brève et on va laisser surtout place peut-être au débat sur la question des langues. Donc, comme l'a dit Saïd, c'est un ouvrage donc, qui est sorti en octobre 2023, Introduction à l'histoire des langues en Algérie. C'est, comme je l'ai déjà dit à plusieurs occasions, c'est la suite de plusieurs ouvrages qui ont aussi abordé la question des langues en Algérie, mais d'une façon plus circonscrite, on va dire. Le premier ouvrage, c'est la situation sociolinguistique de l'Algérie qui date de 2013. Donc, c'est un ouvrage qui est inspiré surtout de ma thèse de doctorat. Ensuite, j'ai publié donc en 2016 un ouvrage collectif pour un plurilinguisme algérien intégré. Là aussi, l'esprit, on va dire, du livre, c'est de réconcilier les langues qui sont pratiquées en Algérie, mais aussi les représentations autour des langues qui sont parfois conflictuelles et qui sont conflictualisées parfois à des fins ou pour des causes, on va dire, politiciennes. Et le troisième ouvrage, c'est un ouvrage individuel aussi. Il est sorti en 2018. Il est intitulé Sociolinguistique du Maghreb. Là aussi, c'est un ouvrage pédagogique, on va dire, qui était destiné aux étudiants pour comprendre un peu les enjeux des questions linguistiques au Maghreb. Et voilà, donc le quatrième livre, c'est ça, c'était voilà, langue et dynamique urbaine au Maghreb. Là, j'ai quatre exemplaires qui me restent seulement. Langue et dynamique urbaine au Maghreb. Ça aussi, c'est un ouvrage collectif fait avec notre collègue de l'université de Bouira, Reda Sebih, voilà. Et c'est un ouvrage où je me suis intéressée à la question de la citadinité et des urbanités. Donc ça a un côté un peu sociologique, mais tout ce qui relève des histoires locales, des histoires de citadinité dans les différentes villes, notamment les villes dites citadines en Afrique du Nord ou au Maghreb. Là aussi, il y a beaucoup de dénominations concernant les langues, concernant les lieux. On peut peut-être en débattre, oui, voilà. Et donc, la suite logique, on va dire, de ces ouvrages individuels et collectifs a été cette introduction à l'histoire des langues en Algérie. Donc, pourquoi, peut-être, le pourquoi de ce livre, pourquoi on écrit des livres, c'est par devoir de mémoire, dans un premier temps, et on est dans un lieu emblématique ici où les enjeux mémoriels sont importants. Donc, un devoir de témoignage aussi par rapport à l'histoire des langues, souvent méconnues. Et quand il y a méconnaissance autour d'un sujet, il y a forcément on va dire des polémiques qui vont naître autour. Va y avoir de l'ignorance et parfois de la violence aussi. Et c'est ce que j'ai constaté ces dernières années. Bon, c'est quelque chose qui est classique dans l'histoire des langues en Algérie. Les langues ont toujours été instrumentalisées, mais pas qu'en Algérie, partout dans le monde, mais surtout dans cette sphère qu'est l'Afrique du Nord. Donc les langues ont toujours été instrumentalisées, les élites ont toujours été instrumentalisées, francophones, arabophones. On sait très bien toute l'histoire qu'il y a autour des langues, les crispations qui naissent aussi autour des langues et la conflictualisation dont je parlais tout à l'heure autour des langues. Donc ces dernières années, il y a eu aussi en Algérie notamment une exacerbation, on va dire, c'est-à-dire une aggravation, si vous voulez, de ces conflits autour des langues. Notamment donc à partir de 2019, 2020, 2021. Donc les langues sont emblématiques, donc c'est les éléments les plus emblématiques de l'identité. Et à partir de ces dernières années, il y a eu on va dire des discours de plus en plus violents et qui instrumentalisent les langues et qui instrumentalisent aussi la question identitaire au Maghreb.
Donc, il y a aussi une ignorance quant à l'histoire des langues, l'histoire de leur émergence, de leur naissance, l'histoire de leur évolution et ce qu'elles représentent pour nous aujourd'hui. Quand je parle de ces langues, je pense notamment aux langues berbères. Moi, je les nomme langues berbères. Il y en a qui préfèrent parler de tamazirt. Mais donc, dans cet ouvrage, j'explique un peu la différence qu'il y a entre le tamazirt, les langues berbères, ce qu'on appelle parfois des dialectes, des variétés, etc. Donc il y a des considérations un peu qui relèvent de la linguistique, mais j'ai essayé de vulgariser le maximum dans cet ouvrage pour qu'il soit à la portée de tout le monde, même des non-spécialistes. Donc je raconte un petit peu l'histoire de ces langues, de leur naissance, leur émergence, leur formation, parce que c'est des langues qui se sont formées en Afrique du Nord et qui ont évolué également en Afrique du Nord et qui aujourd'hui aussi, nous ne savons pas très bien comment les prendre en charge. Je pense notamment à ces langues natives que sont donc les langues berbères et qu'est l'arabe algérien, avec toutes ses variétés. Donc ce sont vraiment les deux points qui m'ont le plus préoccupé dans cet ouvrage et qui ont le plus, que j'ai traité le plus dans cet ouvrage. Donc j'ai commencé, alors cette violence aussi dont j'ai parlé, qui accompagnait l'instrumentalisation de ces langues, nous la trouvons dans les discours officiels, mais nous la trouvons aussi dans les discours circulants, les discours de tous les jours. Nous la trouvons dans les discours académiques, parfois universitaires, qui sont censés normalement être scientifiques, objectifs, neutres, mais hélas, parfois il y a des partis pris pour certaines langues au détriment d'autres. Il y a des récits mythifiés, des récits fantasmés autour des langues et qui, on va dire, charrient des informations fausses, erronées, dont le but est de réviser l'histoire de ces langues, mais aussi pour discréditer des causes présentes. Par exemple, le français est dit langue du colonisateur, ça nous le savons très bien, mais le berbère est vu comme une création coloniale. D'accord? C'est pour discréditer un combat qui est celui le combat pour les langues ou la promotion des langues berbères et leur sauvegarde, etc. Donc il y a une mythification autour de ces langues, il y a des récits mythiques qui sont donc, et c'est normal, on les retrouve dans les discours officiels, politiques, etc. Mais ce n'est pas normal qu'on retrouve ces discours et ces stéréotypes et ces clichés dans les discours, dans les écrits scientifiques. Et parfois nous les retrouvons hélas, dans beaucoup d'ouvrages. Et donc, je pense qu'il fallait aussi essayer d'expliquer un peu de la manière la plus scientifique qui soit cette histoire des langues, débarrasser des préjugés qui l'entourent, débarrasser des clichés qui l'entourent, débarrasser des stéréotypes aussi qui l'entourent. Donc, une introduction à l'histoire des langues en Algérie, elle a été nécessaire aussi parce que il y a pas assez de livres, on va dire, sur l'histoire des langues. Il y a des livres sur le berbère, notamment dans le domaine des études berbères, mais dans le domaine des études arabophones, par exemple, il y a des travaux sur l'arabe, mais pas sur l'arabe algérien. Il y a les travaux de Abdou El Imam. Je consacre une partie dans cet ouvrage à cette thèse du punique ou de l'origine punique de l'arabe algérien, mais ce sont des thèses aussi, je parlais tout à l'heure de violence, ce sont des thèses qu'on retrouve aujourd'hui dans les discours numériques, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux numériques, il y a des pages qui font du révisionnisme, c'est-à-dire qui remettent en cause l'histoire de l'Algérie, l'histoire linguistique de l'Algérie, à des fins de propagande, à des fins politiques, etc. Donc j'ai essayé de faire ce livre pour dépassionner un peu les relations, donc les relations entre les langues, et de dépassionner le débat sur ces langues. Voilà, de façon que je voulais donc la plus neutre qui soit. Alors dans cet ouvrage, je commence par je voulais dire tout à l'heure aussi que je suis très heureuse de présenter ce livre à Oran, parce que je dédicace ce bouquin à Haj Meliani. Donc on a une pensée pour lui, à Haj Meliani qui a croisé le chemin de mon père ici à Oran avant que je naisse. Avant ma naissance, donc dans les années 70, il le connaissait déjà, ils se sont croisés. Mon père, il était
directeur du centre de Oulad Chouhada ici à Oran dans les années 70. Et Haj Meliani faisait de l'animation culturelle. Donc ils se sont rencontrés ici à Oran, donc longtemps plus tard, Haj Meliani me l'a raconté. Et c'est pas un hasard, parce qu'il y a toujours des hasards, mais des hasards heureux, parce que tous les deux, ils sont issus d'une tribu qui est celle des Beni Zarwel. Et la saga des Beni Zarwel, voilà, c'est le début de tout l'intérêt que je porte. Moussaganem, mais les planteurs à Oran, parce qu'ils sont très nombreux voilà, mon père il est né là-bas, il a grandi à Oran, etc. Puis il est revenu à Moussaganem, lieu de ses origines. Mais voilà, on avait ça de commun avec Haj Meliani. Haj Meliani me disait, nous on est les studieux, vous êtes les furieux, parce qu'il y a les Brahmiyin et les Sha'aïyin, donc il y a deux fractions, on va dire, dans la tribu des Beni Zarwel. Et voilà, donc il disait, nous les Brahmiyin, on les studieux, vous les furieux. Et donc, voilà, il y a un enjeu aussi mémoriel qui est là, lignagé par rapport aux origines, aux filiations, etc. Et je dédicace ce livre à Haj Meliani, mais c'est un ouvrage donc sur la mémoire, sur l'histoire, sur les confédérations de tribus qui ont peuplé cet espace qu'est l'Afrique du Nord. Et j'essaie de remonter très loin dans le temps, autant que possible, autant que la documentation le permet, autant que les sources le permettent. Donc, voilà, c'était une question de méthodologie, mais c'était un souci aussi, c'était un problème de méthodologie surtout. Donc, il fallait que je fasse un peu d'histoire et de la linguistique. Et le travail d'historien, ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas... Voilà, ça ne relève pas de mes compétences, mais j'ai essayé de suivre la méthode de l'historien pour essayer d'écrire ce livre et de suivre une chronologie, une certaine chronologie dans la narration de l'histoire des langues. Et donc j'ai commencé tout naturellement par l'histoire du peuplement de l'Afrique du Nord. Donc je me suis basée sur des données anthropologiques, des données paléontologiques, mais des données génétiques aussi qui aujourd'hui ont tranché toutes ces questions d'anthropologie, toutes ces hypothèses en matière de paléontologie, d'histoire, d'ethnologie, d'archéologie, etc. Aujourd'hui la génétique a tranché dans beaucoup de sujets qui étaient jusqu'à récemment de l'ordre de l'hypothétique. Donc aujourd'hui la génétique permet d'attester que les populations de l'Afrique du Nord sont des populations autochtones, qu'elles ne sont venues de nulle part, que la langue ou l'ancêtre du berbère qui est le libyque, c'est une langue qui est apparue en Afrique du Nord, peut-être entre le Nil, l'Éthiopie, et elle s'est développée par la suite. C'est une langue cousine des langues sémitiques, c'est ce qu'on appelle les langues afro-asiatiques ou les langues kamito-sémitiques. Donc aujourd'hui, il y a aussi, on voit un peu partout, on lit que l'arabe, le berbère vient de l'arabe. En réalité, que voilà, le berbère ça n'existe pas, que c'est une version de l'arabe, etc. Ça c'est faux, ça je l'explique et ça s'explique scientifiquement. Ce sont des langues apparentées génétiquement, mais depuis plusieurs millénaires. Le libyque, il date de 8000, 9000 ans avant notre temps présent. Donc il est issu de de la fragmentation de plusieurs langues à travers le temps et le berbère vient de là. D'accord? Il y a des similitudes entre les langues sémitiques parlées en Orient et les langues sémitiques parlées en Afrique du Nord avec l'égyptien ancien. C'est parce que ce sont des langues cousines, mais voilà, qui ont une parenté très très lointaine dans le temps. Mais il y a des spécialités qui remontent donc l'histoire de ces langues et qui attestent de leur origine proche, de leurs origines proches. On va parler au futur. Donc l'histoire du libyque, c'est une histoire intéressante, importante, fondamentale. Le libyque était là à l'origine des langues, à l'origine de l'histoire linguistique de l'Algérie, mais les peuples nord-africains, les populations nord-africaines, ce sont des populations mixtes déjà à la base. Il y a le fameux ouvrage de Malika Hachid, l'histoire des Berbères, qui montre que nous sommes issus, ou les populations nord-africaines sont issues de mélanges à la base, de mélanges ethniques, culturels, génétiques, etc. Donc
À la base, il y a une diversité, à la base, il y a un mélange, à la base, il y a plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs variétés de langues. Donc là aussi, c'est une version de l'histoire qui va à l'encontre de cette version unifiée des populations, unifiées des langues, etc. À l'origine, il n'y avait pas une seule langue, il n'y avait pas une seule culture, il n'y avait pas une seule population, mais nous avons toujours émergé, nous avons toujours évolué dans la diversité, et ça c'est très important, et c'est quelque chose qui continue encore de nos jours. Nous évoluons dans cette diversité culturelle, génétique, etc. Donc quand je dis aussi les Berbères, ou à l'origine étaient les Berbères ou étaient les Libyens, parce qu'on les appelait comme ça aussi dans les textes grecs, égyptiens, etc., il y a eu d'autres mélanges, d'autres populations qui sont arrivées plus tard et qui ont aussi été absorbées, intégrées, qui sont mélangées avec les populations locales. Donc on part sans exclusivisme aucun. Oui, Lila? Voilà, très bien. Donc je parle de cette question du libique, comment elle a évolué, comment les langues berbères ont évolué après. Je préfère parler de langue berbère parce qu'il y a plusieurs langues berbères. On ne sait pas si à un moment donné il y avait une langue et à partir de cette langue il y a eu des variétés, mais aussi longtemps qu'on remonte, on a la preuve de l'existence de plusieurs variétés de berbères, plusieurs alphabets aussi. Un alphabet oriental du côté de Carthage, un alphabet occidental donc dans le royaume de Syphax par exemple, et un alphabet tifinagh dans le sud. Et donc ça correspondait aussi à des variétés linguistiques. Par exemple, quand il y avait un son qui correspondait à une lettre, cette lettre elle était représentée différemment parce qu'elle était prononcée différemment. Et donc l'alphabet libique, dans sa diversité, atteste aussi des variétés qui, à l'époque, existaient déjà. Donc, voilà, les premiers arrivés, on va dire, en Afrique du Nord, c'était les Phéniciens, qui ont fondé Carthage, donc qui sont restés 3000 ans, on va dire, environ en Algérie. Les Carthaginois ont ramené la langue phénicienne. La langue phénicienne a évolué par la suite au contact du berbère et elle a débouché sur le punique. Le punique, on pense que c'est un état d'évolution du phénicien au contact du berbère. Nous ne savons pas très bien à quoi il correspond. Et donc j'essaie de parler de toutes les hypothèses qui évoquent cette question. Mais par la suite, il y a cette hypothèse qui a été formulée récemment par Abdou Iliman, selon laquelle l'arabe algérien vient du punique. Que c'est le punique qui était là, qui a toujours été parlé, et quand les Arabes sont arrivés, ils ont trouvé le punique, et ce punique a permis l'arabisation. Donc c'est une hypothèse à laquelle je n'adhère pas, à laquelle n'adhèrent pas beaucoup de linguistes que je cite aussi dans cet ouvrage, parce que le punique, c'est une langue donc proche de l'hébreu, qui a évolué au contact du berbère, et nous n'avons pas de traces écrites, sauf des stèles votives, des stèles où il y a par exemple dédicaces à des défunts, à des morts, ou des inscriptions très courtes, mais il n'y a pas de texte entier en punique, donc on ne sait pas à quoi correspond ce punique. D'autant plus que quand les Arabes sont arrivés, à partir donc du 7e siècle, il n'y avait aucune trace de la pratique de ce punique. Sachant que les Romains sont arrivés avant et ils se sont installés, ils ont imposé le latin, etc. Alors, ni les Romains, ni les Arabes n'ont fait mention de la pratique du punique. Et les Arabes sont venus longtemps après. Donc ça montre que le punique n'était pas là. Il y a un géographe qui s'appelle El-Bekri qui a parlé d'un langage qui n'était ni le berbère, ni l'arabe, ni le romain à Sirte, en Libye, mais il ne l'a pas identifié. Donc peut-être que c'est ce qui reste du punique, mais aucune certitude. Donc voilà. Donc je parle de cette hypothèse du punique. Je parle aussi de la latinisation de l'Afrique. Donc après la chute de Carthage en moins 146 donc avant Jésus-Christ. Donc vous savez, il y a eu les guerres puniques. Rome a attaqué Carthage. Carthage donc a
a été brûlé donc par les Romains, et il y a eu donc la romanisation, la latinisation de l'Algérie, la latinisation au sens linguistique. Là aussi, au IIe siècle de notre époque, il y a eu une production littéraire, mais théologique aussi, que philosophique, grammaticale, très importante, faite par des Numides latinisés. Donc des Berbères latinisés. Et je me suis amusée, c'était vraiment, voilà, j'ai pris plaisir à le faire, de lister tous les personnages numides, qu'ils soient tunisiens ou algériens, on ne faisait pas la différence à l'époque, tous les écrivains, et philosophes, poètes, grammairiens numides, on va dire, non, latins d'origine numide, et dont les noms étaient latins, comme Saint-Augustin par exemple. Donc ils sont appelés de Mador, voilà, et puis Donat, Priscien, des grammairiens très importants. Et donc ce qu'ils ont apporté, les Numides, on va dire à la civilisation romaine, c'était quelque chose de très important, et on sous-estime vraiment cet apport. Donc pour moi, il était important aussi de documenter cette partie de l'histoire, de témoigner de cet apport, de témoigner de cette richesse que nous avons. C'est pour aussi montrer que la littérature algérienne, ou voilà, appelée de Mador, l'Andor ou les Métamorphoses, c'est de la littérature algérienne d'expression latine. On n'a pas de littérature d'expression punique, mais on a une littérature d'expression berbère, d'expression latine. Donc il y a tout un processus de latinisation de l'Afrique du Nord, et voilà. Et après il y a eu aussi un latin africain qui était parlé en Tunisie par exemple. Donc en Tunisie, dans le sud de la Tunisie, on a des témoignages de géographes, de voyageurs arabes qui ont parlé de la pratique d'un latin vulgaire. On appelait ça latin vulgaire, c'est-à-dire latin de tous les jours, qui n'avait rien à voir avec le latin classique, et qui était pratiqué dans le sud par les gens, donc qui alternaient entre le berbère certainement dans le sud de la Tunisie et le latin. Alors voilà, j'ai noté quelques points importants aussi. J'ai parlé aussi dans cet ouvrage de l'arabisation linguistique, pour la distinguer encore une fois de la politique d'arabisation. Alors l'arabisation linguistique aussi, c'est source de beaucoup de malentendus, de beaucoup d'amalgames aussi, parce que aussi, on voit aussi dans certains discours un peu extrémistes, mais des discours de berbérisants notamment, on pense que c'est la politique qui a arabisé l'Afrique du Nord, alors que les Nord-Africains se sont arabisés tout seuls. Au départ, dès le 7e siècle, quand il y a eu les invasions arabes, l'arrivée des Arabes, les gens ont résisté, bien évidemment, mais après, ils se sont convertis à l'islam, par conviction, par intérêt, et ils ont adopté l'arabe également. Et ils ont adopté l'arabe. Alors, c'est quoi cet arabe qu'ils ont adopté? C'est l'arabe des Banu Hillel qui sont arrivés du Yémen. Donc, c'est à partir du XIIIe siècle environ. Il y a eu la première vague d'arabisation à partir du 7e siècle, 8e siècle, donc l'occupation militaire de l'Afrique du Nord. Et après, il y a eu l'arrivée de tribus yéménites qui, elles, avaient arabisé le Maghreb. Donc ces tribus se sont installées un peu partout en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, et ils se sont mélangés avec les tribus berbères autochtones qui étaient déjà là, et ils sont passés à l'arabe, mais à plusieurs variétés d'arabe. Déjà qu'il y avait plusieurs variétés de berbères qui étaient pratiquées, les tribus du Yémen ont apporté leur variété linguistique, et ils ont donné ce qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'arabe algérien, avec toutes ses variations, toutes ses variétés, toute sa diversité. D'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui on peut dire oui, mais les gens au Koweït, on parle comme nous, en Jordanie, on parle comme nous, en Palestine, on parle un peu comme nous, ce terme est utilisé, au Yémen, etc. Et encore, les révisionnistes, ils vont vous raconter que c'est parce qu'on vient du Yémen
qu'on parle comme les Yéménites, alors que c'est parce que des Yéménites sont arrivés du Yémen, ils se sont installés en Algérie, qu'on a emprunté leur arabe, qui a bien sûr, qui s'est beaucoup mélangé avec l'arabe, avec le berbère local. Maintenant, on a un problème, c'est que la question de la langue berbère, par exemple, c'est une question qui a été traitée sur le plan politique, idéologique, voilà, sous un peu, on parlait plus de revendications linguistiques, politiques, etc. On s'est occupé un peu du statut du berbère, mais pas du contact du berbère avec les langues, avec l'arabe algérien. Donc aujourd'hui, par exemple, si on fait des travaux sur l'arabe algérien, on sait que, parce qu'il y a des témoignages sur ça, de berbérisants, parce qu'il faut aussi maîtriser le berbère, que la syntaxe de l'arabe algérien est très proche de celle du berbère. Certains vous diront c'est celle des langues berbères. C'est pourquoi les Arabes des autres pays ne nous comprennent pas très bien. Et il y a beaucoup de mots d'origine berbère dans l'arabe algérien. Mais ça n'a pas intéressé les linguistes berbérisants, pour qui, voilà, les Arabes d'un côté, les Berbères d'un côté, etc. Là aussi, il y a de l'extrémisme aussi dans l'appréhension des faits de langue. Et voilà, donc ils ne se sont pas beaucoup intéressés à cette question, notamment à l'ouest par exemple, où on parlait les langues zénates. La tribu d'Ibn Zarwal par exemple, dont je vous parlais, mais il y a beaucoup d'autres tribus comme ça. Dans l'ouest algérien, les Houarat, voilà, parlaient le berbère zénat. Donc c'est une variété de berbère. Et aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes du zénat qui vont chercher les traces de ces langues dans l'arabe algérien que nous parlons aujourd'hui. Alors, voilà, donc j'ai parlé donc de cette vague d'arabisation, de ces deux vagues d'arabisation, de comment le Maghreb a été arabisé, et j'ai aussi évoqué, j'ai pris pour exemple le melhoun. Voilà, le melhoun, parce que je pense que, ou j'estime que c'est le genre majeur de la littérature algérienne ou d'expression algérienne. Donc là aussi, comment la langue du melhoun a évolué du zajed, du mouachah, vers l'arabe algérien, des poèmes du melhoun. Je fais remonter ça à Abdelaziz al-Maghraoui, à Sidi al-Khdar ben Khlouf, mais il y a aussi une diversité dans l'écriture de la poésie du genre melhoun. Il y a une poésie citadine, il y a une poésie bédouine, et ça correspond aussi aux tribus qui ont dans lesquels où ont émergé les poètes du Melhoun. On a Mustafa Ben Brahim par exemple de la région Sidi Bel Abbas, mais on a par exemple Khaldi du côté de Mascara, mais Sidi El Khdar Ben Khlouf du côté de Mostaganem, etc. Et chaque poésie est différente sur le plan thématique, mais sur le plan linguistique aussi. Et donc ça aussi, ça peut être intéressant, ces supports comme support pour étudier l'évolution de la langue. Donc après cette partie consacrée à l'arabisation politique, je ne me suis pas trop attardée sur ça parce qu'il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages qui ont abordé cette question, notamment les travaux de Doulari Abdelzer, de Khawla Talib Ibrahimi, qui ont beaucoup abordé cette question de l'arabisation linguistique, Mohamed Ben Rabah aussi. Donc j'ai parlé surtout de l'évolution de la langue, des aspects évolutifs, historiques, diachroniques de la langue plutôt que du présent. Alors, il y a aussi une langue aussi importante qui a été utilisée en Afrique du Nord, dans les villes portuaires de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, c'est la lingua franca. La lingua franca qui est une langue qui s'est développée au XVIe siècle et qui a servi au contact entre les étrangers et les autochtones, mais aussi pour les étrangers entre eux. Donc c'est une langue, c'est un mix linguistique à base de langues romanes, donc d'italien, d'espagnol, de portugais, de turc, de maltais, d'arabe, voilà, mais surtout d'italien peut-être, et
On compare même cette langue à un italien mal parlé, un italien corrompu, un latin corrompu, etc. Donc c'est une langue aussi qui a donné lieu à une petite littérature, à des poèmes, à des témoignages. On a Miguel de Cervantes, captif donc en Algérie à un moment donné, qui a fait aussi, qui a produit un témoignage sur cette langue, donc mélange de plusieurs langues, mais c'était une langue de communication effective, réelle, qui était pratiquée. Bon, certains la font remonter à la langue des croisades, mais c'est une langue qui a émergé, c'est presque certain à travers des recherches sur lesquelles je me suis appuyée, durant le XVIe siècle. C'est une langue qui a émergé surtout durant le XVIe siècle. Alors cette lingua franca, elle a préparé le terrain peut-être, mais ce n'est pas sûr, au sabir. Le sabir qui a commencé à être pratiqué avec l'arrivée des Français. Donc le sabir, c'est aussi un français mal parlé, parce qu'il est parlé par les autochtones, mais aussi parlé par les Français pour se faire comprendre des autochtones. Le sabir, le patawet aussi, parlé par les pieds noirs. Voilà, les pieds noirs. Donc c'est aussi des langues qui ont donné lieu à des passages, à des extraits dans des pièces de théâtre, dans des textes littéraires, etc. Ah oui, avant le français, j'avais oublié ça, le turc. Alors le turc, c'était pas une langue officielle en Algérie, mais le turc, c'est une langue qui a été pourvoyeuse d'emprunts pour l'arabe algérien. C'est-à-dire l'arabe algérien a beaucoup emprunté dans les domaines culinaires, de la cuisine, vestimentaire, militaire, les patronymes, les noms de personnes, l'onomastique, les noms de lieux, etc. Donc l'arabe algérien a emprunté à la langue turque, mais il y a un ouvrage de Jean Denis qui s'appelle « Les chansons des janissaires turcs » et c'est peut-être le seul ouvrage où des janissaires turcs ont écrit sur leurs conditions de soldats de janissaires à Alger, dans la ville sultane. El Jazair, la sultane à l'époque, la ville sultane. Et il y a même des poèmes qui sont écrits dans une alternance de turc et d'arabe algérien. Et donc, j'aime aussi à m'approprier cette littérature comme étant de la littérature algérienne d'expression turque, parce qu'elle a été écrite en Algérie par des janissaires qui ne sont pas forcément des Algériens, mais qui ont écrit sur leurs conditions de soldats, sur leur misère en Algérie, etc. Parce que voilà, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, donc je termine cet ouvrage par cette notion de révisionnisme qui est importante et à laquelle il faudrait peut-être réfléchir davantage, et à cette question du savoir colonial qui est considéré comme colonialiste. Comme quoi tout ce qui a été écrit pendant la période coloniale, c'est quelque chose qui a été fait pour nous induire en erreur. Certes, il y a l'orientalisme, il y a le drapeau palestinien, et là, je cite Edouard Saïd qui a écrit l'orientalisme, un ouvrage référence qui montre comment l'Occident a produit des stéréotypes et des clichés sur l'Orient pour mieux le dominer, donc pour instrumentaliser des discours pour mieux le dominer. Et certes, il y a de l'orientalisme, il y a de l'exotisme, il y a des stéréotypes, il y a des clichés, mais ce n'était pas toujours fait exprès. C'est-à-dire on n'avait pas intérêt à produire sur la société algérienne des informations erronées parce qu'on voulait la dominer, mais on a reproduit des clichés, des stéréotypes. Et notre travail, je pense, nous en tant qu'académiciens, c'est de revisiter ces écrits produits durant la période coloniale, les débarrasser ou indiquer ou signaler la part du stéréotype dans ces ouvrages, mais d'exploiter les informations, les données qui nous manquent, parce que qu'on le veuille ou non, on est passé par ce qu'appelle André-Charles Julien des siècles obscurs de l'histoire de l'Afrique du Nord. Donc pendant longtemps, nous avons été dominés, nous avons été racontés par les autres, nous avons été narrés par les autres, nous avons été décrits par les autres, nous avons été nommés, dénommés par les autres, nous avons été, on va dire, identifiés par les autres. Et je pense qu'il est temps qu'on se réapproprie notre récit, le récit identitaire, le récit sur nos langues, le récit sur notre culture, le récit sur les histoires locales de nos villes, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Il est temps qu'on
exploite ce qui a été écrit sur nous par les autres, mais qu'on le revisite, pas pour jeter du discrédit sur cette littérature ou dire que c'est pas nous, que c'est fait exprès, que voilà, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas qu'ils ont écrit ça sur nous, etc. Mais d'appréhender ces écrits d'une façon objective, mais de continuer ce travail de témoignage, de documentation sur ce que nous sommes. Et je vous remercie. Merci Saïd. pour cette riche intervention. Donc on ouvre le débat.